Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le gouvernement gabonais entend améliorer son secteur agricole avec le déploiement massif de matériel agricole. Une initiative qui vise à accompagner les agriculteurs et à réduire la dépendance alimentaire du pays. Dans cette édition, nous vous ferons le point sur la visite du président sud-africain aux sinistrés des récentes inondations qui ont frappé le pays. Et puis selon un rapport de l'ONG Mercy Corps, la capitale afghane risque fort de faire face à une crise hydrique due à l'urbanisation rapide et aux aléas climatiques. Les précisions dans un instant. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le ministère gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a récemment confirmé la poursuite du déploiement de matériel agricole dans ces provinces. Cette initiative entre pleinement dans la stratégie gouvernementale visant à dynamiser l'agriculture, pilier fondamental du développement du pays. Suivant. Le Gabon avance dans son ambition de modernisation et de renforcement du secteur agricole. Ainsi, le gouvernement poursuit activement le déploiement massif de matériel agricole dans les 9 provinces du pays pour renforcer la production nationale et assurer la souveraineté alimentaire. Le 13 juin dernier, le ministère de l'Agriculture a confirmé la poursuite de cette initiative soutenue par la volonté des nouvelles autorités de réduire la dépendance alimentaire du pays. Autrefois négligé, le secteur agricole du Gabon suscite un regain d'intérêt. En mai dernier, le gouvernement a signé un partenariat avec la FAO afin de digitaliser les chaînes de valeur avec un budget de 6,3 milliards de francs CFA. Selon le représentant des agriculteurs gabonais, Kalis Mbanzi, ce matériel renforcera également les capacités opérationnelles des services départementaux à fournir un accompagnement approprié aux agriculteurs qui en ont besoin. Avec plus de 5 millions d'hectares de terres arables et un climat tropical propice, le Gabon importe près de 60% de ses denrées alimentaires selon les données du ministère de l'Environnement. Les cadres des régies financières ont été formés la semaine dernière à Lomé aux obligations vertes. Initiée par le gouvernement togolais avec l'appui du PNUD, cette formation a permis de doter les institutions des outils nécessaires pour accéder au marché financier vert et pour structurer des projets respectueux de l'environnement. Honoré Kata nous en dit plus dans ce récit. Depuis le mardi 10 juin 2025, les cadres des régies financières togolaises participent à une formation de 4 jours à Lomé sur les obligations vertes. Organisée par le gouvernement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette session vise à renforcer les compétences des acteurs clés en matière de structuration de financement durable conforme au cadre OSG national. Les obligations vertes, présentées comme un outil stratégique de mobilisation de capitaux à long terme, permettent de financer des projets ayant un impact positif sur l'environnement tout en garantissant des conditions de financement favorables. Selon Binta Assané, représentante résidente du PNUD au Togo, ce mécanisme constitue une opportunité cruciale pour accroître la crédibilité environnementale du pays et attirer davantage d'investissements, adoptant les institutions nationales des outils nécessaires pour accéder au marché financier vert. Le Togo affirme sa volonté de faire de la finance durable un levier de son développement économique et écologique. Cette initiative marque ainsi une étape importante dans l'engagement du Togo en faveur du développement durable et de la transition verte. Elle permet non seulement de positionner le pays comme un acteur sérieux sur la scène climatique internationale, mais aussi de structurer une stratégie cohérente autour de la finance verte. En s'appuyant donc sur cette approche, le pays renforce son attractivité économique tout en consolidant ses ambitions en matière de résilience climatique. L'Afrique du Sud fait face à des inondations meurtrières dans le Cap oriental.
Face à la colère et au désarroi des sinistrés, le président de la République, Cyril Ramaphosa, a effectué une visite sur les lieux. Le point avec Léonce Sabo. Alors que l'Afrique du Sud fait face à une nouvelle inondation catastrophique dans la province du Cap-Oriental, la réponse du gouvernement est vivement critiquée. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu à Matata pour tenter de reprendre le contrôle d'une situation de plus en plus tendue. Malgré les alertes météorologiques émises, les précipitations qui ont touché l'est du pays ces derniers jours étaient d'une intensité incomparable. Le président Ramaphosa, vu l'ampleur du drame, estime qu'un tel débordement des rivières était imprévisible. C'est une catastrophe qui, selon moi, n'aurait jamais pu être anticipée. Les habitations ne sont pas si proches de la rivière. Ici, nous sommes à 500 ou 600 mètres du lit et pourtant, elle a débordé de manière spectaculaire. Cela illustre clairement l'ampleur des défis liés au changement climatique auxquels nous faisons face aujourd'hui. It's quite catastrophic and it bears testimony to the challenge of climate change that we are now experiencing. Le dernier bilan officiel était d'au moins 78 morts. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus. Les victimes vivaient en grande majorité dans des zones non autorisées situées près des rivières. Ces quartiers sont souvent bâtis de manière précaire. Les recherches continuent. Dans plusieurs régions du monde, les catastrophes deviennent récurrentes. C'est aussi le cas ici au KwaZulu-Natal et dans le Cap-Oriental. En été, des pluies diluviennes provoquent des inondations meurtrières et détruisent les infrastructures. Aujourd'hui, le Cap-Oriental affronte à la fois la neige, le froid et de nouvelles crues qui frappent durement les populations locales. Ce nouvel épisode ravive le souvenir des inondations de 2022 à Durban qui avaient causé la mort de plus de 400 personnes. 3 ans plus tard, la situation semble se répéter et soulève de nouvelles questions sur l'anticipation, la prévention et les politiques d'urbanisation. Pour beaucoup, cette catastrophe est le symptôme de la vulnérabilité des populations pauvres face aux effets du changement climatique. Cette situation aggrave une réalité sociale marquée par l'inégalité d'accès au logement, aux infrastructures et aux services de secours. Au Maroc, près d'Agadir, le Croco-Park sensibilise les jeunes générations à la protection de l'environnement. À travers cette activité, ce grand parc à crocodiles ambitionne de mettre en lumière l'impact de l'homme sur la nature et sur la préservation de la biodiversité. Léonce Sabo. Au Maroc, le grand parc à crocodiles, le Croco-Park d'Agadir, a initié des séances de sensibilisation sur l'importance de protéger l'environnement en associant des expositions d'animaux et de plantes à une éducation environnementale structurée. Adressée aux jeunes générations, la démarche vise à les éclairer sur l'impact de l'être humain sur la nature. Ouvert aux visiteurs en 2015 et large de 4 hectares, ce parc abrite plus de 300 crocodiles du Nil et d'autres espèces de reptiles, des tortues ainsi qu'une grande variété de plantes. En plus d'offrir une attraction touristique aux familles, c'est un espace de découverte de l'environnement et de la biodiversité. Les visiteurs doivent observer les crocodiles, notamment leur comportement et cycle de reproduction. Plus de 1500 jeunes ont été accueillis pour la 3e édition de l'écocologie. Au programme, il y avait des ateliers pédagogiques, des conférences, des projections de documentaires et des activités interactives. Cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants à l'importance des reptiles dans notre écosystème. Ce sont des animaux ectothermes particulièrement vulnérables face au réchauffement climatique et aux bouleversements environnementaux actuels. Il est donc essentiel de les faire connaître et de souligner leur rôle crucial dans la nature. Les reptiles étant des animaux à sang froid, ils sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique. Nous avons mis en place certaines solutions écologiques pour justement pallier à ce genre de problème. Donc nous avons une technique d'arrosage pour certaines plantes qui s'appelle les zoyas et une autre technique qui s'appelle le paillage. Donc nous couvrons les zones
les zones qui doivent rester humides de coques d'argan justement pour que cette couche qui est constituée par les coques d'argan permette à la terre de rester humide même lors de périodes très chaudes. En juin 2024, 16 crocodiles de l'Afrique de l'Ouest élevés dans un aquarium en Suisse ont été amenés au Coco-Park d'Agadir afin de les réintroduire dans leur habitat naturel. À plus de 4 mois avant les travaux sur la COP30, des experts se sont réunis depuis lundi dernier à Bonn en Allemagne. Durant cette semaine, ils essaient de relancer les ambitions climatiques avant la grande messe sur le climat qui se tiendra à Belém au Brésil. Viva Samana pour plus de détails. Ils sont réunis dans la ville de Bonn en Allemagne pour poser les balises de la 30e conférence des parties sur le climat COP30. Ces experts et consultants participent depuis le 16 juin 2025 à une conférence préparatoire de la grande messe annuelle sur le climat. À cette occasion, bon nombre de dossiers sont sur la table. En effet, depuis la fin de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan en 2024, le goût amer du financement trop faible est toujours ressenti par les pays en développement vis-à-vis de leurs homologues développés et pollueurs historiques. Un autre gros dossier discuté à Bonn actuellement est celui de la transmission des contributions déterminées au niveau national. Appelées dans le jargon onusien CDN, ces contributions déterminées au niveau national sont des plans climat des pays qui détaillent les actions et projets de chaque pays pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ces actions et projets ont en effet pour but d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris en 2015. Il est décidé que les pays transmettent leur CDN au plus tard en septembre prochain. Aussi, l'épineuse question du financement de la transition énergétique est au cœur des discussions qui ont lieu actuellement en Allemagne. L'ensemble des participants et des observateurs espèrent posséder des bases solides pour répondre aux grandes ambitions de la COP30 qui s'ouvrira officiellement le 10 novembre prochain à Belém au nord du Brésil. La capitale afghane risque d'être confrontée à une crise d'eau croissante d'ici 2030, selon un rapport de l'ONG Mercy Corps. L'urbanisation rapide et le dérèglement climatique ont fait baisser le niveau des nappes aquifères au cours de la dernière décennie, tandis que le pays manque de financement pour la mise en œuvre des projets d'assainissement et d'approvisionnement en eau. Rafetou Mberikou. L'accès à l'eau risque de devenir une bataille quotidienne pour les habitants de Kaboul d'ici 2030. Selon un rapport de l'ONG Mercy Corps cité par le journal indien The Guardian, les nappes aquifères de la capitale ont baissé de 30% depuis 10 ans à cause du dérèglement climatique et de l'urbanisation rapide. En effet, la ville a perdu près de la moitié de ses puits, sources d'eau potable pour les habitants. Entre octobre 2023 et janvier 2024, l'Afghanistan n'a reçu que 45% à 60% de ses précipitations hivernales habituelles, a précisé The Times of India. L'ONG Mercy Corps prévient que si cette tendance se poursuit, tous les aquifères de Kaboul seront à sec dès 2030, ce qui constituera une véritable menace pour les 7 millions d'habitants de la ville. Les projets d'assainissement et d'approvisionnement en eau prévus dans le pays par le gouvernement sont suspendus à cause du manque des moyens. Par ailleurs, le rapport de Mercy Corps a également mis l'accent sur la contamination de l'eau. Il souligne qu'environ 80% de ces eaux souterraines de Kaboul sont considérées comme dangereuses, polluées par les eaux usées avec des niveaux élevés de salinité et de l'arsenic. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été célébrée hier mardi à travers le monde. Placée sous le thème « Restaurer les terres, ouvrir des opportunités », cette journée a pour objectif de sensibiliser les populations sur la dégradation des terres et la sécheresse. Vivas Amana. Le 17 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1994 après l'adoption de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. L'objectif de cette journée est de sensibiliser sur les dangers de la désertification et de la sécheresse en mettant en lumière les méthodes de prévention et de rétablissement. Cette année, le thème retenu est restaurer les terres, ouvrir les opportunités.
Il rappelle l'urgence d'agir face au phénomène de la désertification et de la sécheresse qui sont des facteurs aggravants du réchauffement climatique dans le monde. Aujourd'hui, la désertification touche malheureusement de nombreuses régions arides et a des conséquences importantes sur la biodiversité, les sociétés et les moyens de subsistance. D'après l'ONU, 40% de la superficie totale des terres dans le monde sont considérées comme dégradées. Face à cette situation alarmante provoquée par la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse qui font partie des défis environnementaux les plus urgents de l'heure, il presse de prendre conscience des enjeux et d'encourager des actions pour la restauration des terres et une gestion durable des écosystèmes. Au plan mondial, un événement est organisé à Bogota, la capitale colombienne, pour marquer cette journée. C'est la fin de cette édition préparée et réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez depuis Agné. Merci de votre fidélité. Passez une agréable soirée et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment. Rendre vos enfants clean, chic et élégants, une seule référence à lui.